I'll be back. I'll be back. I'll be back. People keep asking if I'm back, and I haven't really had an answer. But now, yeah, I'm thinking I'm back. Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième émission de Tellement de retour, l'émission des Anones. Et pour cette émission, comme toujours, on a notre bon vieux Nîmes. Comment ça va, Nîmes ? Bonsoir à tous, et ça va très bien, Tony. J'espère que toi aussi tu vas bien. Je suis au top du top. Et là, on est hyper content parce qu'on va recevoir Nico, qui tient le compte Twitter Ravier Milei FR non affilié, très important, qui a, je crois, 12 000 abonnés. Salut Nico. Salut à tous les auditeurs, merci pour l'invitation. Et 12 100 abonnés pour être exact. Ah pardon, 12 100 abonnés, putain c'est pas mal quand même. Est-ce que tu peux présenter un peu, en fait, qu'est-ce que tu fais, quelle est en fait l'activité de ce compte ? Eh bien, en quelques mots, c'est un petit peu un compte de veille, un compte d'information sur l'actualité de l'Argentine depuis l'élection de Javier Milei, avec un focus tout particulier sur la partie économique, qui est celle qui m'intéresse quand même le plus. J'essaie d'être le plus objectif possible, mais c'est évidemment impossible. Mais voilà, j'essaie d'amener un autre regard parce que je savais pertinemment que les gens en France n'auraient que certaines bribes d'informations et ne seraient sans doute pas très très objectifs. Donc il faut rattraper un peu le travail de la presse, rattraper le travail des journalistes et essayer d'apporter un autre regard sur un peu l'expérimentation, l'effet Javier Milei en Argentine. On va parler un peu des actus de chacun et je pense que vu que Nico t'est lancé, est-ce que tu peux dire ton actu et après Nîmes, tu les donneras la tienne ? Ouais, avec plaisir. Eh bien, moi, j'anime tous les lundis l'émission qui s'appelle Comme un lundi sur Twitch et j'ai le plaisir de recevoir aussi des invités. J'ai reçu Ulrich Fromy, j'ai reçu aussi un député français en la personne de Alexandre Alliot et plein d'autres, voilà, pour parler un petit peu de l'actualité avec un petit peu plus de profondeur, parce que c'est vrai que des fois le format Twitter me restreint, même si y a le format article, etc. Voilà, donc tune in, comme disent les jeunes sur Twitch, Javier Milei FR, pour écouter mes émissions. C'est à 20h heure de France tous les lundis. Et puis sinon évidemment la veille tous les jours sur Twitter avec les dernières infos toutes fraîches qui viennent d'Argentine. Super. Et toi Nîmes ? Alors ouais, de mon côté, quelques actus aussi. Alors j'ai eu un retour suite à notre première émission. On m'a dit qu'il y avait eu trop d'actu la fois précédente. Alors c'est parce que c'était la première émission et qu'il y avait beaucoup de je voulais parler. Il y en aura de moins en moins, j'imagine, parce que sur l'espace d'un mois, on va faire des émissions mensuelles. Donc, en l'espace d'un mois, j'aurai moins de choses à mettre en avant. Mais j'ai quand même quelques actus ce soir. Donc, je vais essayer de faire un peu plus court que la dernière fois. En premier lieu, je voudrais revenir un petit peu rapidement sur le premier podcast où je suis assez satisfait. Donc, c'était un pilote qui a des défauts. Je suis assez énervé de la qualité de mon micro et je sais qu'il y a des coupures, c'est assez agaçant. Donc on a fait des tests avec Anthony, là ça doit être mieux cette fois-ci, j'espère. Mais globalement, je suis assez satisfait de notre pilote. On n'avait pas préparé tant que ça. Je savais qu'il y aurait des défauts, mais j'ai eu quand même des bons retours. Et oui, je suis assez globalement satisfait. Et il y a un truc que j'ai remarqué qui m'a fait rire, c'est que comme vous le savez, on a une partie gratuite, une partie payante. Et donc la partie payante était offerte à nos tipeurs. Et il se trouve qu'on a à peu près une cinquantaine de tipeurs, les tipeurs que j'appelle les mécènes, qui donnent au minimum 5 € par mois, quoi. Et on en a à peu près 50. Et il se trouve que la vidéo sur YouTube a fait à peu près 150 vues. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si on lit sourd.
Alors, les gens l'ont regardé 3 fois et c'est que c'était vraiment très bien en réalité. Donc oui, ça me fait plus rire qu'autre chose. Bien sûr, si pour les gens qui payent, si vous voulez la partager à quelques amis, ça ne me dérange absolument pas. C'est pas grave, quoi, mais ça m'a juste fait rire. Donc un très gros succès, un plus que je l'aurais imaginé. Voilà, deuxième actu. Donc toujours sur les e-books, vous savez que chaque mois on publie des e-books sur Rage. Là, ce mois-ci, on publie le tome 2 et donc le dernier tome des traductions de Spandrel. Donc il y a après l'essai sur le bioléninisme, le tome 1 qui regroupe des écrits de son blog Bloody Shovel, et là c'est la partie 2 qui regroupe le reste des écrits. Donc c'est une sélection d'écrits, il n'y a pas tous les écrits du blog, il a été très très productif. Donc là on publie ce dernier tome que vous pouvez trouver sur notre Tipeee. Il nous a donné une interview pour l'occasion, avec des réponses qui étaient à la limite du publiable. Alors je dirais même pas ce qu'il a dit ici dans le podcast. Donc j'ai préféré mettre des questions dans le e-book, si vous voulez les retrouver. Et juste un petit point, j'avais proposé un marque-page en métal, quoi. Et en fait, personne l'a acheté. J'avais fait un petit sondage sur Twitter où j'avais dit qui c'est que ça intéresse. J'avais eu une quarantaine de personnes qui m'ont dit ouais, ça m'intéresse à partir de 10 €. Je le propose. Personne l'a acheté, quoi. Donc, je vais quand même la promo au cas où, parce que en gros, je vais le proposer, ce marque-page, jusqu'à la fin du mois. Alors, je sais pas si notre podcast va sortir avant la fin du mois. Ça va dépendre de notre capacité à le publier rapidement. Mais si jamais il est sorti avant la fin du mois, je vais quand même remettre ça en avant. Si jamais je peux avoir une dizaine de personnes qui sont intéressées par ça, alors je pourrais le produire. S'il y a pas 10 personnes, les prix de production sont beaucoup trop chers. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire un tip pour l'acheter. Et s'il n'y a pas assez de personnes, vous pouvez annuler votre tip. Donc, il n'y a pas de risque de perdre de l'argent de votre côté. Autre point, comme tu l'avais dit, on va traduire les articles des livres du français à l'anglais, et on va commencer dès le mois prochain avec des livres de Fussel de Coulanges, donc son livre phare qui est La Cité antique, et un autre livre peut-être un peu plus confidentiel qui est son livre sur Polybe. Et j'en parle parce que ce soir, on va s'appuyer grandement sur ce livre. Vous comprendrez après pourquoi ça peut être intéressant. Je pense qu'il y a des choses dans ce qu'a vécu Polybe qui peuvent nous offrir une lumière sur ce que nous vivons nous-mêmes en tant qu'Européens aujourd'hui. Donc on va publier cet e-book pour la première fois en anglais. Il n'a jamais été traduit avant. Et pour l'occasion, donc je publierai aussi en français, parce que souvent j'ai besoin de retranscrire les textes de vieux PDF, d'images en PDF en français d'abord, avant la traduction. Donc c'est pas un effort incroyable après pour moi de le produire en français aussi. Donc je publierai en français, et j'ai fait une version audio que j'offrirai gratuitement pour l'occasion, pour le début de ce nouveau projet, en lien, qu'on mettra sûrement en lien dans la description de ce podcast. Et dernier point, plus personnel, il se trouve que donc, en fait, on n'a pas parlé, mais j'ai sorti un livre. On n'a pas parlé lors du premier podcast, mais j'ai sorti un livre qui s'appelle Le Traité néo-réactionnaire, que vous pouvez aussi vous procurer. Et il se trouve que Stéphane Gère, un libertarien, s'est fendu d'une critique, et c'était hier. Hein, donc, je vais y revenir hier, donc, par rapport au moment où on enregistre, hein, en tout cas. Et donc, je voulais juste faire un petit commentaire là-dessus, parce que là, je me suis amusé, donc j'ai lu sa critique. Et en fait, le problème, c'est que je sais pas exactement pourquoi, mais on ne se comprend pas avec les anarcapes. Alors, on a un libertarien chez nous ce soir, et il y a des libertariens avec qui je peux très bien m'entendre, qui peuvent écouter mon propos. J'ai fait une émission avec Nico, où il m'a invité pour parler de l'accélérationnisme. J'ai mis en avant les liens qu'il peut y avoir entre l'accélérationnisme et le libertarianisme. On s'est compris et tout s'est bien passé, mais avec les anarcapes, je ne sais pas pourquoi, il y a un énorme blocage. Et donc, Stéphane Gère, qui semble avoir lu partiellement mon livre au moins, s'est mis en tête de faire une critique, mais malheureusement, ça tombe souvent à côté, parce que je sais pas si ça vient d'une incapacité ou d'un manque d'envie de comprendre mon propos. Il m'accuse de vouloir tuer le père
en m'opposant à Hoppe. Alors qu'en fait, Hoppe n'a jamais été mon père spirituel. J'ai jamais voulu me revendiquer libertarien. D'ailleurs, je crois que quand je suis passé chez Nico, j'avais dit, moi, je suis pas libertarien, mais je vois les liens qu'il peut y avoir avec ce que moi-même je dis. Mais je ne cherche pas à être libertarien ou être un super libertarien, un meilleur libertarien que les libertariens. C'est pas du tout mon projet. Mais je crois que Stéphane Gers le perçoit comme ça. Et que donc, il s'est mis en tête de lire mon livre pour y voir les parties qu'il pourrait critiquer et mettre en avant que je suis pas aussi libertarien que lui, mais c'est pas du tout mon projet. Et il a l'impression que toute la première partie de mon livre vise à décrédibiliser Hoppe, alors que c'est absolument pas le cas. Toute la première partie de mon livre et se penche sur les catégories que Nietzsche a mises de côté, qui sont la vérité, la cause finale, l'unité et l'être. Donc rien à voir avec Hoppe, mais je sais pas. Il a abordé le livre sous cet angle et il s'est mis en tête de démonter par ce biais. Évidemment, ça tombe à côté de la plaque. Je me suis amusé à prendre ses critiques, à les mettre dans Grok en lui soumettant mon livre entier. Et Grok te dit, mais non, c'est pas fondé ce qu'il dit. Donc, Stéphane, j'ai vraiment rien contre vous, les anarcapes. J'adore discuter avec vous, mais il faut vraiment essayer de comprendre ce que je dis et de pas faire preuve de mauvaise foi comme ça. Parce que sinon, c'est inutile. Le dialogue est complètement brisé. Et du coup, ça sert même plus à rien de critiquer mon livre ou que je parle de vos propos, où on se comprend tout simplement pas. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est que j'ai rien en soi contre les libertariens, parce que parfois, je n'arrive à critiquer les libertariens. Mais en fait, et surtout, ces anarcapes français, avec qui, je sais pas, on ne se comprend pas. Mais j'ai toujours plaisir à recevoir des libertariens, comme ce soir avec Nico. Voilà, c'est tout pour mes actus. Après, si Stéphane a lu le livre, c'est déjà bien. S'il formule une critique en l'ayant lu, c'est déjà plus que certains auteurs peuvent espérer. Oui, mais il y a des choses qui me laissent penser qu'il ne l'a pas vraiment lu, parce que il me reproche de pas parler du mal, alors qu'en fait, j'ai une partie entière sur le bien et le mal. Oui, d'accord. Donc, oui, ça me laisse penser qu'il a pas lu. Et après, il m'accuse de dire que la vérité n'existe pas, alors qu'en fait, j'ai un chapitre qui s'appelle « La vérité existe », qui est où en fait je reprends ce que dit Hoppe et je trouve que sa démonstration est assez convaincante pour mettre en avant que la vérité existe. Je dis qu'il n'y a pas de vérité apolitique. Donc, contrairement à ce que Hoppe pense, je ne crois pas qu'il y ait de vérité apolitique, mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'avoir un cadre épistémologique dans lequel s'inscrit la vérité pour pouvoir parler du monde, quoi. Donc, je dis que dès lors où j'ai écrit un livre pour pouvoir communiquer ce que je pense et ma compréhension du monde, je dois développer mon cadre épistémologique et donc je dois accepter que la vérité existe. Donc, je ne dis pas que la vérité n'existe pas, je dis même que la démonstration de Hoppe est extrêmement convaincante et que j'adopte cette position, quoi. Donc, il a complètement compris mon propos de travers et il pense qu'après, toute la première partie s'oppose à Hoppe, alors que ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'il a lu au moins partiellement mon livre, au moins les parties qui traitent de Hoppe, mais il y a beaucoup de signes qui me laissent penser qu'il a soit lu de travers, soit lu partiellement. Bon, en tout cas, Stéphane, tu l'as acheté sûrement, donc déjà, c'est cool. Je te remercie. Est-ce que on part sur Polybe ? Parti. Alors, aujourd'hui, du coup, on va suivre Polybe, qui est un historien grec du IIe siècle, avant notre ère, pour explorer la chute de la Grèce face à Rome et tisser des parallèles avec notre Europe de 2025. Donc, division, empire, luttes internes, une histoire qui résonne encore. Embarquons pour ce voyage dans le temps avec une narration offerte par cette douce voix. Imaginez la Grèce vers 200 avant Jésus-Christ. Une mosaïque de cités-États. Athènes, Sparte, Corinthe, Mégalopolis. Fière, indépendante, incapable de s'unir. Polybe naît à Mégalopolis, dans une famille aristocratique. Soldat, homme politique, historien, il devient le dernier chroniqueur d'une Grèce encore libre. Dans les histoires, rédigées après 146 avant Jésus-Christ, il raconte l'ascension de Rome sans regret apparent pour l'indépendance perdue. Fustel de Coulanges, qui l'a étudié, le décrit comme un patriote paradoxal. Il aime sa patrie, mais se réjouit de son asservissement à Rome. Pourquoi ? Plongeons dans son monde pour comprendre.
La Grèce de Polybe est un chaos. Chaque cité vit pour elle-même. Son patriotisme s'arrête à ses murs. Sparte sacrifie la Grèce pour le Péloponnèse. Corinthe méprise Mégare. À l'intérieur, riches et pauvres s'entre-déchirent. À Mécène, les démocrates pillent les riches. À Sparte, en 7 générations, 9000 propriétaires se réduisent à 100. Polybe, aristocrate, voit dans ces fractures la faiblesse fatale de son pays. Fustel note que les Grecs, avec leurs soldats et leur prestige, pouvaient mais ne voulaient pas résister. Ce tableau évoque l'Europe actuelle, des nations souveraines, des tensions sociales, une unité fragile face aux défis mondiaux. Cependant, il faut mentionner une chose. Lorsque l'on parle de démocratie à cette époque, c'est plutôt pour évoquer ce que l'on nommerait une tyrannie. La démocratie est plus un mode de fonctionnement amenant un tyran à redistribuer les biens au peuple. Ligues et empires, un jeu de pouvoir. Dans ce désordre, 2 ligues émergent. La Ligue achéenne, berceau de Polybe, regroupe des aristocrates modérés du Péloponnèse, imposant un ordre quasi centralisé. Même loi, même sénat. Face à elle, la Ligue étolienne, démocratique et montagnarde, domine par la force, abolissant dettes et ralliant les pauvres. Mais ces ligues divisent plus qu'elles ne protègent, exportant les factions d'une cité à l'autre. Puis surgissent les empires. À l'ouest, Rome, avec ses légions et son sénat, gagne en puissance. À l'est, la Macédoine de Philippe V rêve de reprendre l'héritage d'Alexandre. En 217 avant Jésus-Christ, Philippe, conseillé par Démétrius, planifie une descente en Italie pour contrer Rome, affaiblie par Hannibal. La Grèce, prise en étau, vacille. Les aristocrates achéens, dont Polybe, penchent pour Rome. Les démocrates étoliens, pour la Macédoine. Un tiers parti, avec Philopémen, Lycortas et Polybe, veut l'indépendance, mais leur haine viscérale de la démocratie les paralyse. En 198 avant Jésus-Christ, à Sicyone, la Ligue achéenne choisit Rome, malgré des résistances. Polybe, jeune alors, loue ce pragmatisme, voyant en Rome un remède au chaos grec. La chute est la dernière révolte. La Grèce s'effondre sous Rome. Après Cynocéphale en 197 avant Jésus-Christ, Épidna en 168 avant Jésus-Christ, Persée de Macédoine est vaincue. Polybe, exilé à Rome, y assiste. L'aristocratie grecque, soutenue par le Sénat, domine, mais vers 150 avant Jésus-Christ, la démocratie explose. En Achaïe, Christolaïus abolit les dettes, arme les esclaves. En Macédoine, un faux Philippe soulève le peuple. À Carthage, Hasdrubal défie Rome. Fustel décrit cet élan désordonné mais féroce, un ultime cri d'indépendance. Polybe, horrifié, y voit une folie sacrilège. Rome riposte sans pitié. En 146 avant Jésus-Christ, Corinthe est rasée, ses femmes vendues. La Macédoine devient province. Carthage disparaît. La Grèce, désarmée, paye tribut sous un prêteur. Polybe revient alors en Achaïe. L'aristocratie, son camp, règne pour Rome. Fustel le peint organisant les cités, imposant des lois romaines, refusant les richesses confisquées. Il voit dans cet ordre la paix qu'il a toujours souhaitée, au prix de la liberté. Mais son cheminement ne s'arrête pas là. Polybe à Rome, une admiration conquérante. Exilé à Rome dès 168 avant Jésus-Christ, Polybe découvre une cité qui l'éblouit. Fustel imagine son choc. 300 000 citoyens, des monuments imposants, une discipline martiale, des triomphes glorifiant la victoire. Pas de faction, une constitution stable, un patriotisme vibrant. Il admire le gouvernement mixte, consuls comme des rois, un sénat sage, un peuple flatté mais guidé par une aristocratie adroite, incarnée par les Scipions.
Pour Polybe, c'est l'idéal qu'il rêvait pour la Grèce, un équilibre absent de son pays déchiré. Fustel souligne que Polybe attribue la conquête romaine à ses institutions, pas à la fortune invoquée par les Grecs. Rome triomphe par son unité et sa discipline, là où la Grèce s'effrite. Dans les histoires, il explique cela à ses compatriotes, les invitant à admirer Rome, à adopter son ordre. Il célèbre sa domination comme un bienfait légitime face au chaos grec. Converti, il sert Rome, glorifiant l'empire qui l'a exilé. Les acteurs d'hier et d'aujourd'hui, un miroir troublant. Que nous enseigne Polybe ? Sa Grèce, fragmentée entre cités, ligues et factions, s'effondre sous Rome. Mais ces acteurs d'hier trouvent des échos en 2025. Les cités grecques, Athènes, Sparte, Corinthe, ressemblent à nos nations européennes, France, Allemagne, Pologne, fières mais divisées. La Ligue achéenne, centralisée, préfigure l'Union européenne, une tentative d'unité imparfaite souvent contestée. La Ligue étolienne, populiste et anarchique, rappelle les mouvements souverainistes ou populistes actuels, défiant les élites. Rome, avec son Sénat et sa puissance, incarne les États-Unis d'aujourd'hui. Une force dominante, mêlant ordre institutionnel et ambition globale, attirant les élites européennes. La Macédoine de Philippe et Persée évoque la Russie, une puissance régionale cherchant à contrer l'Occident, séduisant les mécontents. Le tiers parti de Philopémène et Polybe, modéré mais faible, trouve un reflet dans certains centristes européens, pris entre deux formes de populisme, rêvant d'autonomie mais tentés par un protecteur extérieur. L'Europe, comme la Grèce, navigue entre puissances, USA, Russie, voire Chine, et ses propres divisions. L'UE est une chance que la Grèce n'a pas eue, mais nos fractures, comme le Brexit, les nationalismes, rappellent le chaos grec. Polybe nous met en garde. Les cités divisées appellent un maître, et l'admiration peut coûter l'indépendance. Pourtant, il nous défie aussi. Pouvons-nous, contrairement à la Grèce, forger une unité sans sacrifier notre âme ? Entre l'ordre de Rome et la liberté perdue, l'Europe doit écrire sa propre histoire. Donc on a suivi Polybe à travers les siècles et Polybe fera le choix de Rome pour son efficacité. C'est justement le fil conducteur de ce soir. Et moi j'ai une question justement du coup sur pour toi Nîmes à propos de Polybe qui fait cette description. En fait c'est drôle parce que le parallèle il est évident, hein, toi tu l'as dit toi-même, entre l'Europe de 2025 qui est en fait dans le parallèle, si je dis pas de bêtises, en fait la Grèce qui regarde la nouvelle Rome, les États-Unis, et qui est pas une espèce d'envie, mais en même temps il y a un patriotisme qui vient dire non, faut pas se soumettre, faut avoir une espèce de comment dire, faudrait garder une indépendance, mais en même temps est-ce qu'on peut tout à fait garder une autonomie sans s'effondrer, sachant que du coup l'efficacité est du côté de Rome. Il y a un peu une schizophrénie chez Polybe sur ce sujet de entre souveraineté et en même temps la recherche de l'efficacité qui se retrouve qui est ailleurs en fait. Oui, alors c'est justement tout le sujet, c'est que tu dis la Grèce regarde du côté de Rome. En fait, la Grèce est divisée justement. De la même façon qu'en Europe, tu vas avoir différentes factions. Il y avait différentes factions en Grèce, et donc Polybe faisait partie de ces aristocrates qui initialement ont fondé la Ligue achéenne. Et initialement, ils étaient pour une autonomie, quoi. Ils étaient contre les deux empires. Mais Polybe a été à Rome. Donc pendant longtemps, il a passé plusieurs années là-bas. Et c'est en voyant l'efficacité de Rome, en voyant le fonctionnement de Rome, ses institutions, qu'il est devenu convaincu. Il a dit, mais en fait, non, c'est ce qu'il faut pour la Grèce, quoi. Et il a été rejeté par la Ligue achéenne pour ça, parce que eux étaient pour l'autonomie pure et dure, alors que les factions démocrates, qui étaient donc, on pourrait comparer aujourd'hui aux souverainistes quelque part, plus ou moins, parce que la démocratie à l'époque de la Grèce, qu'on appelait démocratie, c'était souvent la tyrannie, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait un tyran qui redistribuait
les revenus au peuple, en gros. C'était un mouvement populiste. C'est pour ça que je dis qu'on pourrait le rapprocher des souverainistes aujourd'hui, des souveraino-populistes, et qui, eux, se tournaient plus vers la Macédoine. Et donc, ce qui est marrant, c'est que les souverainistes aujourd'hui se tournent souvent vers la Russie, quoi. Donc, il y a ce parallèle qu'on pourrait effectuer avec cette IGAKM qui est vraiment purement pour l'autonomie, certains aristocrates qui se tournent vers Rome parce qu'ils y voient une plus grande efficacité, et puis des mouvements plus populistes qui ont tendance à se tourner vers la Macédoine, vers la Russie de nos jours. La mauvaise nouvelle, quand même, c'est que au niveau de ces factions divisées de la Grèce, comment dire, il n'y a pas eu de grand comeback, tu vois, Enfin, okay, en gros, la question, en fait, quand tu fais cette rétrospective historique, c'est de se dire, ok, imaginons que l'analogie fonctionne, jusqu'au bout. Est-ce que ça veut dire que l'Europe va émerger en grande puissance et entre la Russie et les États-Unis, très puissante, ou même la France toute seule, peu importe. Est-ce que ça va arriver? Et en fait, si on poursuit l'analogie, la réponse c'est plutôt non, quoi. Oui, en fait, ce qu'on observe, c'est que cette Grèce divisée, cette division de la Grèce, donc elle a été divisée en cités-États, n'a pas aidé du tout à son sort. Elle n'a pas réussi à trouver une unité et s'est fait manger par l'Empire romain. Alors on pourrait se demander justement, parce que c'est ce qu'on observe dans le passé, c'est qu'il y avait cette Grèce organisée en cités-États qui, par son manque d'unité, était soumise au bien vouloir de ces deux empires qui étaient à ses alentours. On peut faire un parallèle avec des aspects libertariens, puisqu'on a notre invité ce soir, Nico, qui est libertarien et qui a suivi ce qui se passe du côté de Milei qui se dit anarchape, lui. On peut faire un parallèle parce que un des propos des anarchapes repose sur la décentralisation. Et il y a cette idée de Hoppe il parle des 1000 Liechtenstein, c'est-à-dire que son idéal, c'est d'avoir la possibilité de toujours faire sécession, de laisser les gens faire sécession et d'aboutir à des tout petits États de la taille de Liechtenstein, et donc d'aboutir à un patchwork, donc l'idée que Yarvin reprend après avec cette idée du patchwork. Mais ce que la Grèce peut nous amener à penser, à questionner, c'est est-ce que cette décentralisation et cette accumulation de petits États qui n'ont pas d'unité supérieure, elle ne conduit pas en fait à une plus grande faiblesse. Donc, je ne sais pas si Poly peut nous offrir des solutions clés en main, mais en tout cas, il peut nous diriger vers ce genre de questions. Donc, alors, je vais te poser la question, du coup, Nico, toi, comment tu le vois, pour la décentralisation? Est-ce que tu penses que cet idéal libertarien qui devrait conduire à la sécession et donc au morcellement en l'occurrence de l'Europe ou de l'Argentine, si Milei a accepté cette sécession anarchape, est-ce que tu penses pas que ça conduirait à un affaiblissement du pays, du continent, plutôt qu'à une façon de fortifier l'ensemble de ces cités? Je pense que l'idée derrière la sécession n'est pas de fortifier le tout. Je pense que c'est pas du tout ça à la base. Pourquoi il est question de sécession? Et je pense que si on parle d'efficacité, la sécession pourrait, ou en tout cas aurait comme but d'aller vers plus d'efficacité. Je me rappelle, j'ai parlé longuement avec Stéphane Gère, encore lui, lors d'une émission qu'on a eu le plaisir de faire ensemble, et lui me prenait comme exemple tout bêtement, si une province en Argentine est plus propice aux idées libertariennes, anarcho-capitalistes et plus propice à déréglementer, etc., elle aurait tout intérêt à faire sécession parce qu'elle n'aurait pas à attendre finalement de convaincre tout un territoire entier et donc on pourrait être efficace plus rapidement. Donc je pense que l'idée de la sécession, c'est d'un côté l'efficacité, ou en tout cas une recherche d'efficacité, et puis une question évidemment de droit naturel très cher aux anarchapes, etc. Donc je pense que ces deux
choses ne sont pas forcément compatibles. En tout cas, les objectifs à la base ne sont pas les mêmes. Derrière, évidemment, quand on a un ennemi extérieur, devenir de plus en plus petit peut causer des problèmes. En tout cas, c'est pour moi là où le bas blesse dans l'argumentaire des sécessionnistes. Comment réussir à organiser sa défense d'une façon optimale et de pouvoir résister aux influences extérieures quand on fait que finalement de devenir de plus en plus petit. Je pense pas avoir la réponse, et comme tu disais, de solutions clés en main, mais en tout cas, j'ai remarqué tout au long des interviews que j'ai pu faire ou des émissions que j'ai pu écouter, c'était toujours la première question que les gens se posaient. Mais si on fait la sécession et si on découpe encore une fois le territoire et qu'on permet la découpe, parce que tu parlais d'un État à la taille du Liechtenstein, mais le Liechtenstein permet la sécession lui-même, donc on pourrait même avoir un Liechtenstein coupé en 2, puis en 3, puis en 4, à la fin, et ce qui n'a jamais été le cas d'ailleurs. C'est aussi l'argument des sécessionnistes, c'est de dire quand on arrive à mettre ça dans la Constitution, c'est peut-être qu'on a trouvé finalement l'unité, peut-être que si l'Europe ou la France permettait la sécession, une fois qu'on aura enlevé les brebis galeuses qui ne veulent pas faire partie de la France, peut-être qu'on aurait un territoire plus uni que jamais aussi. C'est aussi une possibilité. Ah, c'est intéressant ça. Mais je pense qu'un anarchap comme Stéphane Gers rejetterait complètement l'idée même d'efficacité, quoi. Pour eux, c'est vraiment l'éthique qui prime. Et parler d'efficacité est déjà une façon conséquentialiste d'approcher la chose. Ouais, mais après, il y a un aspect durable. Comment tu fais pour pas te faire oblitérer, tu vois, par un pays voisin En fait, c'est toute la question, quoi. C'est que je comprends le point de vue de Stéphane Gers, des anarchap, de la sécession, et je pense que ça peut mener à plus d'efficacité, c'est-à-dire de façon interne. C'est que si des gens s'associent de façon volontaire, ils veulent vivre ensemble et ils partagent la même conception du monde, je pense que ça peut donner des sociétés bien plus efficaces. Mais il y a cette question de la défense, et je pense que c'est la question que pose Polybe. Polybe, c'est pas lui qui la pose, mais c'est la question que Solène pose d'observer cette Grèce de Polybe, qui était quand même assez proche de cela, puisque c'était des cités-États indépendants. Il y avait la Grèce, mais qui étaient séparées en cités-États indépendantes. Et ce manque d'unité est devenu un problème face à ces empires qui, eux, avaient la puissance, quoi. Donc, il peut y avoir plus d'efficacité locale, c'est-à-dire dans le fonctionnement de la vie de tous les jours. Mais si un empire te tombe sur la gueule, potentiellement, ça devient un problème, quoi. Il y a, je me souviens d'une interview de Palmer Luckey, qui est le CEO de Anduril, qui est une start-up d'armement, maintenant qui pèse plus d'un milliard et qui fait des missiles qui atterrissent, qui maintenant développe des technologies pour les soldats à base d'Oculus Rift, c'est un Californien, hein, et qui maintenant aussi fait des drones de combat. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que pour lui, l'avenir des États-Unis, c'est d'être le gun store, le magasin d'armes du monde, et qu'en fait, l'armement va devenir l'armement militaire, hein, pas personnel, va devenir de plus en plus accessible et de moins en moins cher, et qu'en fait, il sera de plus en plus difficile pour une grande nation, comme la Russie par exemple, d'envahir un pays qui est plus petit comme l'Ukraine, parce qu'en fait, l'Ukraine, avec un budget très restreint, pourrait avoir un arsenal extrêmement dévastateur à base parce qu'en fait, lui, ce qu'il dit, c'est des drones contrôlés par IA avec de l'explosif ou même des armes à feu. C'est des nuages de 5000 drones. En fait, ça coûterait moins cher qu'un seul avion. Et sauf que ce nuage, il peut oblitérer des avions, des tanks, des soldats, etc. Et tu l'en perds, c'est pas grave parce que c'est fabriqué à la chaîne dans des usines. Et donc, et en fait, du coup, moi, ça m'avait pensé à ça. Quand il a dit cette réflexion, je me suis dit, ah, mais d'accord, mais là, ok, peut-être que dans une certaine mesure, le projet libertarien peut advenir, en tout cas, la fragmentation peut être plus petite, je pense, tout en étant viable face à une puissance étrangère hostile, quoi. Intéressant, ouais. Je pense qu'il a raison, hein. Est-ce que ça changerait la donne, du coup? Est-ce que cette possibilité de s'armer beaucoup plus facilement pourrait conduire ces petits États à plus d'indépendance? Je sais pas si c'est aussi simple, tu vois, parce que du coup, la Russie pourrait être armée encore plus efficacement, hein. Après,
C'est-à-dire que t'es quand même soumis aux États-Unis parce que, t'es obligé de prêter allégeance quand même parce qu'en fait, ton opérateur qui te fournit l'IA, qui te fournit les drones, etc., via une puissance étrangère, mais en gros, tu payes un abonnement pour être protégé pour pas cher. Je crois que c'est ça l'idée. Voilà. C'est ça, en fait. Mais on retrouve cette conception de la souveraineté de Yarvin, en fait. Où il dit les pays sont vraiment souverains, c'est ceux qui sont capables de se défendre par eux-mêmes. À partir du moment où il y a un autre pays, ou n'importe quoi, je veux dire, si ça marche aussi à l'échelle individuelle, si des mecs attaquent ta maison et que tu comptes sur la police pour la défendre, alors en fait, le vrai propriétaire de ta maison, c'est l'État. Et parce que c'est celui qui est capable de défendre la propriété, qui est réellement souverain, quoi. Et donc, il fait le même pareil pour les pays. Si tu n'es pas capable de produire ta défense, tu n'es pas réellement souverain, quoi. Tu es soumis au pays qui te permet de te défendre, quoi. Donc, en l'occurrence, si les États-Unis deviennent le pays qui produit les armes du monde, ils font que changer de leur mode d'impact sur le monde, quoi. Aujourd'hui, c'était par le dollar, beaucoup, quoi. Et en gros, ils changeraient cette façon de pouvoir avoir un impact sur le monde en restant plus ou moins un des seuls pays réellement souverains. C'est possible. Après, bon, un libertarien pourrait te dire, oui, mais bon, il y aura de la concurrence, donc en fait, tu peux payer ton abonnement pour ta défense à différents opérateurs. Et donc, peut-être que tu peux contrebalancer avec cette concurrence, mais bon, c'est pas sûr parce que là, pour le coup, tu vas juste prendre le plus efficace et c'est vrai qu'il y en aura qu'un ou deux, quoi. Donc, on revient à cette vision d'efficacité, tu prends le plus efficace, quoi. En gros, si. Ah, bien sûr. Ah, non, mais bien sûr, ouais. Si les États-Unis sont les plus efficaces, mais c'est leur but, c'est là où je veux en venir, c'est que, bien sûr qu'il y a une concurrence, mais eux, ils choisissent de se positionner sur ce secteur clé et d'être plus efficace sur ce secteur clé pour maintenir l'emprise qu'ils peuvent avoir sur le monde. C'était la première partie de l'émission et si vous voulez avoir accès à la seconde partie, je vous invite à faire un don de 5 € sur le Tipeee de Rage Culture. Allez, à la prochaine!